Quand on ne sait pas, on ne peut rien y faire. On ne peut pas vivre en société d'une façon prudente et éclairée. C'est donc le côté invisible de la collecte d'informations. C'est cette infrastructure cachée, plus que le fait même de collecter de l'information, qui doit nous préoccuper. La personne qui a un beau dossier dans une base de données commerciale est le consommateur moyen, qui dépense beaucoup d'argent et habite dans sa propre maison. Cette personne peut être pourrie, être une personne peu généreuse et méchante avec les autres, mais elle aura l'air d'une bonne personne dans ces bases de données parce que tout ce qu'elle mesure, c'est votre activité commerciale. Et pas si vous êtes une bonne personne, si vous êtes honnête ou non violent. Big Brother throughout the ages, no matter what regime you choose throughout history. Au fil des ans, Big Brother, peu importe le régime politique, a toujours soutenu que les bonnes personnes qui obéissent aux lois n'ont rien à craindre du système. Big Brother est seulement là pour déterminer qui sont les intrus, les subversifs, les criminels, les ennemis politiques. Tout cela n'a pas changé. Big Brother au XXIe siècle est identique. La seule différence, d'après moi, c'est qu'avant, ce niveau de contrôle et de surveillance pouvait être détruit, comme ça s'est passé d'ailleurs dans de nombreux régimes, par exemple en Europe de l'Est, dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Maintenant, ces systèmes de surveillance, de contrôle, ces systèmes Big Brother se sont glissés au cœur de notre société et de notre économie. Nos systèmes de communication, nos systèmes de surveillance, nos systèmes informatiques, notre milieu de travail sont des lieux de surveillance. C'est de cette façon-là que le système est construit. On appelle cela « surveillance by design ». Ce système-là ne pourra jamais être renversé. Il ne pourra jamais être détruit. Je crois que les pays moins développés sont en avance sur les États-Unis, dans le sens que chez nous, il existe un système de relations gouvernementales. Il existe un contrat, du moins en principe, qui protège chaque citoyen face à une intrusion du gouvernement dans nos vies personnelles. Dans la majorité des cas, les autres cultures du monde ne possèdent pas, si vous voulez, ce genre de restrictions par rapport à la protection des données personnelles et à la protection de la vie privée qui est ressentie de façon si viscérale par tant d'Américains. Comme dans toute réalité humaine, il y a à la fois une dimension intéressante et une dimension terrifiante. Je vous prends un exemple concret. Le massacre au Rwanda des années 90 a été favorisé par une démarche qui semblait absolument géniale, puisque le colonial, la métropole belge, avait laissé aux administrateurs la façon de tenir des registres de population et des cartes d'identité. Et dans la carte d'identité qu'avaient tous les citoyens belges, les citoyens rwandais, il y avait la religion et l'adresse. Alors, quand on a décidé de procéder au massacre que l'on sait maintenant, il était très facile de savoir que dans tel immeuble dans la capitale, au 3e étage, il y avait une famille qui avait telle religion et qui était de tel groupe ethnique. Et on a pu identifier un nombre incroyable de personnes qui ont été liquidées précisément à cause de ce renseignement personnel très précis, qui était détenu par l'État. Dans la vie de tous les jours, on a une idée assez précise de notre degré de visibilité qu'on offre aux autres. Quand on parle à une autre personne, quand on marche dans la rue, on a une assez bonne idée de la portée de notre voix et des personnes qui peuvent nous voir. Dans le monde de l'information, l'un des problèmes, c'est que nous n'avons pas encore bien compris comment ça marche. La plupart des gens ne comprennent pas bien comment fonctionne la technologie. Alors, nous n'avons pas encore les moyens de voir les traces qu'on laisse derrière nous. Certains, par exemple, vont attacher une importance incroyable à un petit renseignement qui va nous sembler banal. Par exemple, une femme battue. Une femme battue ne voudra absolument pas que l'adresse du centre d'accueil où elle est hébergée soit connue. Et pourtant, des adresses, s'il y a quelque chose de public, on se promène dans les rues, on en voit. Chacun attache une valeur à un renseignement personnel selon les circonstances, selon ses propres besoins et sa propre situation.
qu'un député ou un ministre soit marié, qu'il ait une conjointe de fait et vice-versa, ça n'a plus aucune importance. Par contre, aux États-Unis, à chaque élection présidentielle, les renseignements de la vie maritale, c'est quelque chose de phénoménal qui nourrit en quelque sorte toute une dimension de la campagne électorale. Là aussi, je pense qu'il est important de comprendre que les renseignements personnels pour les médias varient selon la culture et les problèmes d'une société. Aujourd'hui, l'usurpation d'identité est l'un des problèmes majeurs auxquels nous faisons face. C'est l'utilisation frauduleuse d'une identité, pas nécessairement pour porter atteinte à la sécurité de la société, mais simplement pour le bénéfice économique du criminel. C'est l'ennemi, si vous voulez, de l'individu qui a un bon taux de crédit. Comment pouvons-nous protéger cette cote de crédit et comment pouvons-nous protéger cette identité? C'est un défi qui préoccupe beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Pas tant chez les jeunes qui n'ont pas d'argent, mais les personnes plus âgées qui veulent protéger leur acquis. Les institutions financières, autant que les individus d'ailleurs, font face à un défi énorme.